Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et je suis avec l'ami beau gosse, je parle évidemment de l'ami Kerr, pour parler un petit peu de son top des films de gars un peu comme lui, des films de super-heroes. Et du coup, salut Kerr, comment tu vas ? Ça va très bien mon cher Greg, bonjour à tous. Et en effet, top 20 des films de super-héros, comme on avait fait la dernière fois avec le top 30 de nos franchises licences. Un exercice qu'on avait beaucoup aimé, on a surtout beaucoup apprécié vos retours très positifs. On va faire la même chose là, on va classer d'une manière subjective ces films de super-héros en y mêlant un peu la qualité du film et aussi l'affect qu'on peut avoir avec certains films. Enfin voilà, là ça sera moins, on va dire, dans l'affect que ça avait été tout de même avec les licences et franchises. Et dans cette vidéo, les amis, il y a une plus-value. C'est que Greg va vous parler notamment des films d'animation, parce qu'il en a vu beaucoup, c'est pas mon cas. Donc dans le classement de Greg, il va y avoir plein de trucs à découvrir que vous n'avez peut-être jamais vus. Donc prenez votre calepin et notez les noms. Et moi, je vais plus rester sur un top sur du film sorti au ciné. Donc voilà, vous aurez deux types de top, ce qui de toute façon sera plus intéressant pour vous. Et on va commencer, mon cher Greg, en quelques secondes par citer des films qui ne seront pas dans le top 20 mais qu'on voulait citer. Je vais commencer très vite. Je voulais citer Wonder Woman de Patty Jenkins avec Gal Gadot, qui a des longs passages, franchement ça va pas, mais qui a quelques scènes qui m'ont bluffé, et notamment la scène No Man's Land, avec notamment la musique d'Harry Gregson Williams. Donc j'avais envie de le C'est citer. quand même le truc qui est le plus à retenir, c'est cette musique. C'est la musique, bien sûr, mais aussi la scène dans les tranchées que j'ai trouvé absolument excellente. J'avais envie de citer Ant-Man. Et alors, c'est marrant, mon cher Greg, parce que quand je t'ai parlé de ce top, l'exemple que j'avais pris en disant celui-là, par exemple, ça va t'étonner, mais il va être très haut dans mon top, c'est Ant-Man. Je le voyais largement top 10. Et en fait, pas du tout. Il est loin. Voilà, ce qui prouve quand même que lorsqu'on fait ce truc-là, on découvre finalement, au fur et à mesure qu'on fait notre classement, il y a des grosses surprises. Et puis j'avais envie de citer Deadpool aussi, parce qu'il n'y aura pas Deadpool, mais le film est drôle, il y a des personnages qui valent le coup, comme Negasonic, etc., etc. Et donc, comme il n'y aura pas de Deadpool, j'avais envie de le citer là en mention honorable. Voilà, j'aurais pu citer Kick-Ass aussi. Mais... Allez, à toi, quelles sont tes mentions honorables ? Eh bien, mon cher Avengers, Kerr, The Dark Knight... j'ai effectivement quelques mentions honorables et je vais vous inviter à accepter ce qui est appelé dans le jargon une grosse arnaque. Donc j'ai 20 petites mentions honorables, plus ou moins classées de 20 à 40. Et donc si on commençait de ma 40e mention honorable, c'est vraiment une arnaque, hein, c'est abusé. Eh bien, ce serait Batman vs Superman, Dawn of Justice. Ensuite, je monte Blade parce qu'il crée un univers. Green Lantern, First Light, film d'animation avec une musique exceptionnelle. Justice League, Gods and Monsters, film d'animation où on revisite les délires des super-héros en les transformant en monstres. X-Men 4 Class parce que franchement, il avait la classe. Batman Hush 2019, film d'animation avec un beau mystère tout au long du truc. Superman contre The Elite. Ça fait vraiment plaisir de voir Superman comme ça. Deadpool 2019 parce que c'est le film qui a fait la plus grosse arnaque, encore plus grosse que celle que je suis en train de faire, pour se financer et se faire valider. Batman The Doom that Came to Gotham, donc ça c'est une version alternative de Batman où on est dans un univers complètement gothic horror. V pour Vendetta parce que franchement, est-ce que c'est un film de super-héros ou pas ? C'est un film de comics et il est stylé, donc ça mérite. Justice League Crisis on the Two Earth. Justice League Crisis on the Two Earth, qui est un film d'animation de 2010, pour voir une version complètement folle de Batman. Et est-ce que il va anéantir l'univers, les Gardiens de la Galaxie, parce que on a quand même vu les Gardiens danser, et ça c'était stylé. Superman de 1978, parce que je pense que c'est quand même lui qui a créé un petit peu beaucoup de choses au niveau des films de super-héros. Batman Beyond, le retour du Joker des années 2000. Ça, c'est un retour du Joker, comme on s'y attend pas, une vraie enquête de Batman, un film très stylé. Iron Man 2018, parce que c'est lui qui crée le MCU. Batman Begins 2005, c'est parce que c'est le premier film de Nolan sur Batman. En 24, Eternals, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film comme ça dans le MCU. Et en 23, et alors là, je pense que ça va être le plus gros choc, Avengers Endgame 2019.
parce que le film est énorme, colossal, mais en termes de film, je trouve qu'il pêche. X-Men de 2000, parce que pareil, je l'ai vu 250 000 fois, je pense qu'il mérite sa place. Spider-Man 2 de Sam Raimi, même raison. Et ensuite, on peut rentrer. Ça y est, j'ai fait mes petites mentions honorables complémentaires à ce top. Donc, et en fait. on va... T'as pas voulu faire un top 20, t'as fait un top 40. Quoi. Non, quoi ? C'est des mentions honorables. J'ai juste voulu les classer un peu entre 21 et 40. C'est des mentions honorables, en fait. Moi, j'en ai fait moins. J'ai été beaucoup plus sage. Je vais commencer avec mon 20e. Et là, on a investi, mon cher Greg. On a demandé à Hans Zimmer et à Michael Bay de nous faire un jingle. C'est parti. J'ai tout donné. J'ai t'as pas tout plus. donné. Mon numéro 20, mon cher Greg, c'est un film de James Gunn. C'est Super, sorti en 2010. Donc voilà, les débuts de James Gunn dans le monde super-héroïque. Un monde où il va s'installer. On peut le voir dans ces dernières semaines notamment. Il est très présent, l'ami James Gunn. Avec au casting Ren Wilson, donc le Dwight Schrute de The Office. Donc Ellen Page, devenue donc Elliot Page maintenant. Les deux s'éclatent dans ce film de super-héros où les super-héros n'ont pas de pouvoir. On a un reste de casting qui est excellent avec Liv Tyler, Kevin Bacon, Greg Henry. On a Michael Rooker, on a Nathan Fillion, on a Sean Gunn, donc le frère de James Gunn. Bref, on a des acteurs qui sont récurrents dans l'univers de James Gunn, avec quand même la présence de Kevin Bacon qui va dans Les Gardiens de la Galaxie être un running gag, et on le verra d'ailleurs dans le truc de Noël qui était complètement éclaté au sol. Mais voilà, vraiment film très drôle et film surprenant. Il y a forcément dans le film, si vous l'avez vu, une scène où vous vous attendez à tout sauf à ça. Donc j'avais envie de le citer, c'est peu de moyens, c'est pas du tout la même ambition que les autres films qui seront dans ce top, mais j'avais envie de le citer, donc 20e, super. Voilà, mon cher, quel est ton 20e ? En numéro 20, effectivement, il y a Spawn chez moi. Spawn qui est un super-héros que j'apprécie particulièrement, créé par Todd McFarlane. Globalement, il s'est dit qu'est-ce que je peux faire de plus stylé et Spawn, c'est à peu près ça. Si je résume, les super pouvoirs c'est stylé, l'univers c'est stylé, donc Todd McFarlane a fait des trucs assez simples. Il est interprété par Michael J. White, qu'on voit suffisamment peu dans le film pour que j'ai envie de vous le citer, sans son costume en tout cas. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il transmet vraiment l'univers de la BD Spawn dans son début, quand il n'y a pas encore les anges et pour ceux qui ont suivi les arcs. Et le truc, c'est que c'est un film que je trouve assez réussi. Les effets spéciaux sont malheureusement extrêmement kitsch. La réalisation n'est pas ouf, le scénario manque d'ambition, mais cet univers et ce super-héros font que j'ai envie de le classer en numéro 20. Et toi, mon cher Kerr ? Devant Endgame, que t'as pas mis. C'est devant Batman vs Superman. Alors, certains diraient, tu n'as pas mis Star Wars en numéro 17 de tes licences. C'est vrai. Tu spoil une autre vidéo. C'est je pense, le moment où il faut rappeler qu'on ne fait pas un classement objectif. Bien sûr. Il est 0% objectif. Il n'y a aucune critique là-dedans. Je mets en avant mon étonnement. Eh ben mon cher Greg, moi pour mon 19e, tu vas être étonné aussi, je pense. C'est The Batman, le film de Matt Reeves sorti en 2022 avec donc un nouvel acteur qui incarne le Chevalier Noir, qui est Robert Pattinson. Donc échappé de Twilight. Alors, ça doit tellement le gaver, Robert Pattinson, qu'à chaque fois il y a des gens comme moi qui disent l'ancien de Twilight, alors qu'en fait non, il a une carrière énorme depuis et que Twilight est très très loin. Également Zoe Kravitz, excellente dans ce film, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Paul Dano en Riddler qui est génial, Andy Serkis en Alfred. Gros casting, très bon film, très étonnant sur la première partie, un peu ce côté un peu enquête très sombre qui fait forcément écho au film Seven de David Fincher. Moi, le seul bémol que j'ai au film et qui fait qu'il chute beaucoup, c'est que l'après-Riddler est très en dessous, je trouve, dans le film. Donc, voilà, j'ai pas aimé la dernière partie de The Batman, ça m'a sorti du truc. Mais chapeau, Pattinson est très bon en Batman, j'ai envie de voir la suite.
Zoé Kravitz, c'est vraiment une excellente actrice. Paul Dano est absolument parfait comme toujours. Le ton, la mise en scène, la photo, enfin, il y a de grosses qualités dans ce The Batman qui aurait pu être plus haut, mais j'avais pas envie. Donc il sera 19e. Voilà, mon cher Greg. T'es étonné de le voir si bas, The Batman? Non, non, parce que dans les premiers drafts que j'avais fait, il était également 20e. Ok. Eh ben, je te laisse faire ton 19e. Si c'est The Batman, c'est cocasse. Donc mon 19e qui sera Batman Under the Red Hood, qui est donc un film d'animation de DC. On y suit... alors, le film d'animation, l'animation en elle-même, quand on compare à des choses qui sont animées de manière plus moderne, ou par exemple un Cowboy Bebop de l'époque, c'est pas le film d'animation le plus animé, la force n'est pas là, elle est dans le scénario. C'est issu d'un comics du même nom, d'un arc narratif du même nom. C'est un mystère autour d'un personnage qui s'appelle Red Hood et qui vient sur les terres de Gotham et qui lui est un petit peu une version de Batman un peu plus sanglante puisque son but est juste de tuer tous les criminels de Gotham, en tout cas tous les criminels majeurs, et du coup Batman se retrouve à devoir protéger les criminels et à essayer de découvrir l'identité de ce masque rouge qui va faire qui amène donc cette tension dans Gotham. Et c'est intéressant évidemment parce que du coup on y voit un peu les limites de Batman, celles qu'il se met, à quel moment il a peur lui-même de sombrer dans la folie, et il y a un vrai twist, il y a vraiment plein d'éléments intéressants dans ce film. Si vous ne l'avez pas vu, il vous surprendra. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire Batman Under the Red Hood, qui est vraiment stylé, ne serait-ce que même la scène d'ouverture où il y a direct des surprises et des... je vous invite vraiment à le regarder. Kerr, c'est à toi. Mon 18e, mon cher Greg, c'est un chouchou du public. Un film qui a rassemblé les foules derrière lui et qui ne divise personne. C'est bien évidemment Superman de James Gunn, sorti il y a quelques semaines en 2025. Je vous troll bien sûr, pas la peine de quitter la vidéo si vous n'avez pas aimé Superman, chacun ses goûts. Respectons la vie des uns et des autres, respectons-nous. Faisons-nous des bisous dans le cou, courons et faisons des roulades dans les champs de Naboo comme Anakin et Padmé. Donc pourquoi Superman? Parce que j'ai aimé son ton. Alors c'est un film qui a énormément de défauts, c'est pour ça qu'il est 18e et qu'il n'est pas par exemple 8e, mais j'aurais pu citer 5e. Mais voilà, vous avez compris le principe. Mais il a une énergie, il a une envie de bien faire, il y a une bonne humeur qui se dégage de ce Superman. Il y a aussi une manière de présenter le personnage qui est différente. Je trouve que Cohen Swayze fait le job. C'est pas Henry Cavill, mais c'est un Superman qui moi m'a plu, donc qui je trouve une bonne porte d'entrée dans le nouveau DCU. Donc voilà, j'assume Superman 18e. Il sera probablement pas dans le top 20 de Greg. Il n'est même pas dans mon top 40. Il n'est pas dans ton top 40. Alors après, je trouve que tu as été un peu léger en mention honorable et tu aurais pu aller jusqu'à 80 mentions honorables pour nous dire à ce moment-là précis c'est qu'il marrant n'était même pas dans ton top 80. C'est marrant que t'en parles parce que du coup, j'avais justement envie non, de... tu le fais pas. Non, tu fais pas les mentions. Donc voilà, Superman 18e. Il a vraiment des vrais défauts qui fait que j'avais pas envie de le mettre plus haut. Mais le divertissement fonctionne et voilà, et le film ne m'a pas braqué contrairement à beaucoup de grosses productions américaines récentes où j'ai eu l'impression d'être pris pour un demeuré. Là, moins, un petit peu quand même sur certains points, mais voilà, il y a cette énergie dans ce Superman qui fait plaisir et qui fait qu'il est dans mon top 20 sans problème. Ceci étant dit, il est quand même pas loin de prendre la porte que plutôt de s'installer sur le podium. Vous l'avez bien vu. Voilà mon cher Greg, quel est ton 18e toi ? Mon 18e, mon cher Kerr, c'est The Avengers de Joss Whedon en 2012. Alors, le truc, c'est que pourquoi est-il si haut ? Déjà parce que c'est un gros kiff. Le scénario est clairement moins abouti que Under the Red Hood, mais par contre, c'est tout ce qu'on attendait
à ce moment-là que le MCU envoie la sauce de manière extrêmement forte. C'est un film qui réussit à être généreux dans le temps de tous ses super-héros, vraiment. Il n'y en a aucun qui n'a pas un vrai moment à lui. Et c'est un film qui, à l'époque, en termes d'effets spéciaux, était sur des effets spéciaux qui n'étaient pas les plus beaux du monde, mais qui marchaient. Et au final, aujourd'hui encore, c'est un des films qui est le mieux réussi du MCU en termes de trucage. C'est vraiment, concrètement, c'est le premier film milliardaire du MCU, je crois, Kerr. Tout à fait. Et il les vaut en fait. Il vaut le fait que ce soit un succès. Le problème, c'est le fait d'essayer de en permanence vivre dans son ombre, comme ont fait les films d'Avengers d'après, notamment le Ultron qui a beaucoup plus galéré. Mais j'ai envie de dire que il faut rendre à César ce qui est à César. Il crée le MCU, ce film. En tout cas, il lui donne une autre dimension au MCU et c'était un tour de force. Voilà. C'est à toi, mon cher Kerr, pour ton numéro 17. Eh ben mon 17, mon cher Greg, a été réalisé par une personne qui a eu un Oscar de meilleure réalisatrice, mais pas pour ce film, pas de bol, mais elle a quand même très bien bossé dessus, c'est Chloé Zhao pour le film Eternals. Sorti en 2021, on était d'accord tous les deux pour dire à l'époque que c'était le meilleur film de la phase 4, donc de la phase post-Endgame, film qui introduit donc les Éternels, avec cette galerie de personnages qu'on ne connaissait pas forcément si on n'est pas des férus de comics, avec Cersei, Ikaris, Tena, Jack, Kingo, Sprite, etc. Phastos, Macari, bien évidemment, et un casting qui fonctionne très bien. On retrouvait Richard Madden, notamment de Goth. On retrouvait Lauren Ridloff, que j'adore, de The Walking Dead. Voilà, on a des... par exemple, c'était le premier gros rôle, on va dire, très visible de Barry Keoghan, qui jouait Druig. Donc voilà, il y a un casting qui est réussi, une mise en scène qui est très propre, la photo aussi, le film étonne, il y a une bonne musique, je trouve. L'histoire en elle-même n'est pas incroyable, mais le film est très soigné et il donne envie de suivre cette galerie de personnages qui, en plus, changent avec des pouvoirs qui sont intéressants. Et puis, il y a des développements au cours du film qui, forcément... intéressent et vont étonner, par exemple le traitement d'Icaris. Donc voilà, moi j'ai trouvé que Eternals était une vraie réussite et il n'y aura pas 36 films du MCU dans mon top 20, déjà parce que il n'y a pas 36 films dans un top 20, mais Eternals en fait partie. Donc il est 17ème, mon cher Greg, et tu vois, quand j'ai commencé à faire le top, je me suis dit, Eternals, il va être haut. Et finalement, pas tant que ça. Donc il y a du lourd, hein, mine de rien, dans les films de super-héros. Et quel est ton 17, toi, mon cher? Je réagis par rapport à ce que tu dis. J'étais persuadé qu'Eternals serait dans mon top 20 et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de bons films. Et ça, c'est quand même cool. Il y en a malheureusement moins que ce qu'on veut. Mais là, par exemple, j'avais un top 40, 50 très facilement de bons films. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, super-héros fatigue, les films super-héros c'est bof et tout. Il y a beaucoup de bons films. Non, mais ça c'est vrai. La super-héros fatigue ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons films de super-héros. Et le fait qu'il y ait des bons films de super-héros ne veut pas dire qu'il n'y a pas de super-héros fatigue. Combien de films de ces dernières années tu as dans ton top? T'as dit 2 fois la même chose. Tu peux essayer de m'arnaquer une fois à 1000 reprises ou à 1000 reprises 1000 fois. Ça ne marche pas. Mais en dehors de Superman de James Gunn, qu'est-ce qu'il y a de films récents de super-héros dans ton top? The Marvels? Non, alors, eh bien... attends, juste un truc quand même, parce que je veux dire quand même un truc de... non, mais tu cites. Oui. De quoi? Mais tu cites. Vas-y, tu des coulisses, vas-y. Tu veux tout balancer? Vas-y, balance tout. Par contre, je dirai tout le dossier sur toi après. Non, pas du tout, puisqu'en fait, ce que j'allais dire, c'est une chose que tu as dite de manière indirecte, c'est quand je t'ai parlé du top, tu m'as dit, oula, 20, ça va être compliqué de trouver 20 bons films. Appel suivant, t'étais là, j'en ai 40 de bons films. Donc c'est chouette, ça veut dire que on se prend au jeu. Et j'avoue que moi, j'aime beaucoup faire ces petites listes. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. N'hésitez pas à la faire, à la vote dans les commentaires et à nous expliquer pourquoi vous avez mis Blue Beetle en premier. C'est curieux, mais vous avez le droit. Quel est ton numéro 17, mon cher Greg? Mon numéro 17, c'est la Justice League. Zack Snyder version.
Parce que évidemment, là, Justice League tout seul, tranquille, de Josh Whedon, enfin de Zack Snyder, mais repris par Whedon et tout, c'était au secours. On n'est pas dans la catégorie des bons films, mais par contre, dans la catégorie qui est pas du tout au secours, c'est la Justice League de Zack Snyder. On s'est tous dit, mais comment un mauvais film pourrait avoir une Snyder Cut qui enverrait ? Et en fait, elle envoie beaucoup plus de lourd. C'est un vrai plaisir de voir un espèce de délire d'un artiste qui se fait plaisir. Il y a beaucoup de moments épiques. Artistiquement, ça a énormément de gueule. Le fait d'avoir choisi un format qui est 4 tiers, etc., c'est vraiment inhabituel et très étonnant. Et au final, tout marche, quoi. Donc, Zack Snyder Cut, je pense qu'il ne vole pas sa place. Et à toi, mon cher Kerr, quel est ton numéro 16 ? Ah ouais, tu mets donc du Zack Snyder dans ton top. Assez étonné. Et ben mon 16e, Greg, ça sera Batman versus Superman, version longue de Zack Snyder. Voilà, alors je dis bien version longue et pas version classique, celle sortie au cinéma, parce que celle n'existe pas. La version longue est nettement meilleure, je trouve. Il doit y avoir un truc avec les Snyder Cut, je sais pas. Il faudrait creuser peut-être, bien évidemment. Donc gros casting dans ce film. Alors c'est un film qui a fait rire, notamment pour Martha. On n'oubliera pas ça. Mais c'est l'introduction de Ben Affleck en Batman. Jesse Eisenberg en Luthor, pourquoi pas, il est pas mauvais. À côté de ça, il y a un gros casting. Ceci étant dit, la vraie introduction qui marque les esprits dans ce film, c'est bien évidemment celle de Gal Gadot en Wonder Woman, qui est excellente dans ce film. Et c'est la version, on va dire, la plus... non, il y en a un autre film où c'est comme ça, mais enfin, globalement, quand c'est Cavill, post-Man of Steel, on a une version un peu christique de Superman qui me plaît beaucoup, et je trouve que là Cavill est très bon dans ce film. La version longue vraiment bonifie la dernière partie du film. Donc c'est un film qui a été décrié, que je n'ai pas détruit en sortant du cinéma, mais qui est incontestablement bonifié par la version longue. Donc non, le film pour moi mérite ce top 20. Et il y a aussi Scoot McNairy, que j'avais envie de citer. Alors vous allez dire, pourquoi tu cites ce mec-là sorti de nulle part? Mais parce que c'est le héros de Narcos Mexico et qu'il est excellent dans Narcos Mexico. Un peu moins dans Batman vs Superman, mais c'est pas grave. L'arnaque de tout à l'heure, Greg, sur ces 20, là j'ai le droit de faire une arnaque sur Scoot McNairy. Voilà. À toi, mon cher Greg, c'est quoi ton suivant? Ton 16, si je ne dis pas de bêtises. Comme moi. Tu parles d'arnaque, c'était tout à fait honorable de faire des mentions comme ça pour le kiff. J'invite les gens, d'ailleurs, s'il y a certains noms qu'ils ne connaissaient pas, à ne pas hésiter à mettre pause et aller regarder qu'est-ce que c'était, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez des pépites. Alors, dans la catégorie des films qui, généralement, les gens n'auront pas besoin de mettre pause pour se demander qu'est-ce que c'est Avengers Infinity War, que je mets au-dessus de Endgame, tout simplement parce que je trouve qu'il est plus plaisant à regarder. Et surtout, c'est lui qui prend les risques. C'est lui qui... Il y a un spoil, attention. Il y a des trucs qui se passent. Ouais, heureusement que tu as prévenu. On est 7 ans. On est 7 ans après. Et on est toujours dans le doute de est-ce qu'on peut spoiler. Mais du coup, le truc, c'est que Infinity War, je trouve que c'est celui qui prend le plus de risques. C'est un film qui se permet du quelque MCU, chose que d'habitude... du MCU. C'est un film qui se permet de terminer mal. Je dis pas comment, je dis pas quoi, mais le truc c'est tout le monde l'a vu, vas-y, c'est free spoil. Thanos il fait ça, voilà, allez, voilà, c'est bon. Les gens pourront m'insulter, ils diront Greg quand même, c'était cool, t'as pas spoil. Et donc le truc c'est que moi je trouve que c'est celui où il y a le plus de prise de risque, c'est celui qui a le plus d'ambition en vrai. C'est pas celui qui a la scène la plus épique des deux, à savoir donc dans Endgame, mais franchement c'est un film qui je trouve est très très réussi. Du début avec ce combat avec Hulk qui est perdu, on sent tout de suite que les enjeux vont être très importants. Donc moi je trouve que c'est une grosse réussite et une meilleure réalisation, ce Infinity Wars. Et c'est quoi ton 15 dans Infinity War, il y a je pense des scènes qui sont
peut-être plus marquante que la scène des portails, en tout cas pour moi, c'est l'apparition dans l'ombre de Captain America quand il vient sauver Vision et Scarlet Witch. C'est Thanos contre Loki et Thor avec Hulk au début, quoi. Donc oui, gros, ouais, j'aurais pu le citer, Avengers Infinity War. Voilà. D'ailleurs, je vais le faire. Donc voilà, mon suivant. Bah écoute, il y a aussi Captain America dans mon suivant, et même qu'il est dans le titre, figure-toi. Mon numéro 15, c'est Captain America, The Winter Soldier, donc le soldat de l'hiver. Avouez que vous avez cru que c'était Brave New World. Hein. Bah non, c'est donc le soldat d'hiver sorti en 2014. Vraie bonne surprise pour moi dans ce MCU. Pourquoi ? Parce qu'on sortait d'un film Captain America, premier du nom, The First Avengers, qui était, je trouve, globalement très mauvais. Et là, on arrive donc avec ce film des frères Russo, qui va leur permettre de décrocher les bons contrats qu'il faut pour la suite. Les frères Russo vont nous proposer un film qui est vraiment différent. Il est très singulier dans le MCU. C'est plus un film de complot très urbain, un peu plus policier que vont l'être d'autres films du MCU. On est dans du terre-à-terre, du new-yorkais, voilà. Mais ça fonctionne très très bien parce qu'on a un Captain America qui est excellent dans le film. C'est vraiment... Alors, il était déjà, je trouve, beaucoup dans Avengers, mais je trouve que le copain Chris Evans est très bon dans ce film-là. Il prend de l'ampleur. Il gagne en charisme dans ce rôle-là. Et c'est à partir, je pense, du Soldat d'hiver que vraiment je vais commencer à être fan de la version de Chris Evans. On a à côté de ça aussi une Black Widow qui est qui est davantage développée et mieux développée qu'elle ne l'avait été précédemment dans le MCU. Alors là encore, dans Avengers, ça l'était bien, mais par exemple, rappelons-nous de Iron Man 2, où là vraiment ce qui a été mis en avant, c'est son côté sexy. Là, c'est plus du tout le cas sur le Soldat d'hiver. Voilà, et puis Bucky est un excellent méchant. Excellent méchant. Non, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce Soldat d'hiver, il m'a beaucoup surpris. Fury est aussi dans un bon rôle, à des années-lumière de ce qu'il va être, par exemple, dans The Marvels. Non, j'ai été... ça y est, une de mes plus grosses surprises du MCU, et honnêtement, en préparant ce top dans le brouillon, tout de suite, je me suis dit, non, mais le Soldat d'hiver, il est absolument 5e, au moins. Et en fait, pas du tout. Donc, je redis, comme à chaque fois. Mais il y a des éléments qui surprennent un petit peu. Je l'ai mis 15e parce que... Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut ? Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Hein. C'est que dans les films qui arrivent ensuite, il y a toujours un petit truc en plus qui va me faire préférer le suivant, soit un personnage, soit une scène, soit une musique, etc., soit un côté épique. Franchement, c'est un très bon film, Le Soldat d'hiver, dans la catégorie super-héros, bien sûr. Voilà, mon cher Greg. Quel est ton 15e, toi ? Eh bien, mon 15e, alors, pour ceux qui connaissent les films d'animation d'ici, ça va sans doute être une surprise, puisque les gens, à mon avis, vont l'attendre beaucoup plus haut. C'est Batman Mask of the Phantasm, qui est appelé en français Batman contre le fantôme masqué, truc qui n'est pas exactement la même chose et qui n'induit pas du tout les mêmes informations. Donc Batman est un film de 1993 et 94, puisque c'est un film qui est sorti en salle. C'est un film qui est une suite directe de la série très connue des années 90, Batman The Animated Series. Donc la fameuse série avec Kevin Conroy à la voix I Am Vengeance. Et c'est pour beaucoup, je sais que dans les fans de DC Movie, c'est pour beaucoup souvent cité comme le meilleur. Moi, j'ai d'autres coups de cœur personnels autres, mais il est excellent, ça c'est sûr. Pourquoi est-il excellent ? Eh bien, l'histoire, puisque je vais le traiter en partant du principe que c'est un peu moins connu, et donc du coup, je vous en dis un peu plus. Donc, c'est un film d'animation. Sur lequel est basée l'idée que la police de Gotham veut arrêter Batman, puisque tous les patrons de la mafia ont été tués
et à chaque fois c'est Batman qui semble être le coupable. Donc Batman va devoir essayer de leur échapper, de trouver le fantôme masqué, donc le Mask of the Phantasm, et il va se retrouver bloqué en permanence par le Joker. Ça c'est le pitch de base. Maintenant, ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que c'est peut-être le produit Batman animé, je parle hors comics et film, qui traite le mieux Bruce Wayne. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la genèse et l'impact sur Bruce Wayne quand il est petit pour devenir le Batman, mais surtout, on voit qu'il y a un moment, il pourrait choisir d'arrêter. Il pourrait avoir une vie heureuse. Il pourrait se soigner. Et on voit les fractures mentales du personnage de Bruce Wayne et qui l'amène à être compulsivement le Batman. Et c'est franchement excellent. Ça fait le lien avec la série Beyond à la fin. J'ai un doute que c'est à la fin du film ou c'est dans Beyond qu'il y a un lien. Mais du coup, ça fait un lien avec Beyond. C'est franchement du très très bon Batman. Et souvent, les gens ont vu ou aimé la série de Batman, la série animée des années 90, et n'ont pas vu ce film. Et du coup, je vous invite à le faire. C'est vraiment excellent. Et pour finir, Kerr, sache que le film a été nominé aux Annie Awards. Annie Awards, qui est donc un prix, c'est globalement les Oscars, mais spécialisés. Les Oscars de l'animation. Film d'animation, exactement. Et en fait, c'est le premier film issu d'un comics qui a été nominé pour meilleur film cette année-là. Et devine qui a gagné. En quelle année ? 94. Le Roi Lion. Exactement. Le film n'a pas gagné parce qu'il avait le Roi Lion en face de lui. T'imagines peut-être qu'il y a un monde alternatif où le Roi Lion sort un an avant, un an après, et on a un Annie Awards pour un film de Batman, et franchement ça n'aurait pas été volé. Ça, Greg, j'ai envie de te dire, c'est l'histoire de la vie, ça. C'est même le cycle de la vie, certains disent. Tout à fait. C'est à toi pour ce film suivant, qui est le numéro 15, si je dis pas 15. bêtise. Et si c'était... Non, 14. Non, j'ai déjà fait le 15, Greg. Enfin, que dis-tu ? C'est le 14. On s'y perd, ils sont trop nombreux. Ce 15e, alors j'ai eu beaucoup de mal à le placer. Hein. J'ai beaucoup réfléchi avec moi-même. Les gens dans la rue ne comprenaient pas pourquoi je parlais comme ça aussi endiablé. C'est The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, troisième film de la trilogie de Nolan, qui s'est fait démonter à raison sur certains points. Alors il y a bien évidemment la scène avec Marion Cotillard où elle décède avec beaucoup de talent. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses qui vont pas dans le film. Je trouve que dans la deuxième moitié, le film perd beaucoup en puissance. En fait, quand Bane s'efface, le film s'éteint. Et pas totalement, parce que ça reste quand même un Nolan, ça reste quand même un gros Batman. Mais c'est un film que j'attendais. Le festival des spoils. Alors là, les spoils, on s'en fiche. Alors on va raconter les spoils. Les amis, bien évidemment, vous êtes d'accord avec ça, bien sûr. Le truc, c'est que c'est un film que j'attendais énormément après The Dark Knight. Et c'est un film que j'attendais énormément parce que Tom Hardy. Tom Hardy, à ce moment-là, j'appréciais énormément l'acteur, vu dans Warrior notamment, qui était un énorme coup de cœur, Bronson, bien sûr, etc. Et j'avais hyper hâte de le voir jouer ce Bane. Les premiers aperçus donnaient très envie. Et c'est vrai que l'intro dans l'avion avec Bane fonctionne à merveille. Les premières apparitions de Bane à Gotham aussi. C'est un des films de super-héros qui avait le mieux travaillé une opposition entre un méchant et un super-héros dans la promo. Et ça fonctionne bien dans le film, juste que, comme je vous le dis, dès que Bane se met un peu en retrait au profit de Marion Cotillard, là, je trouve que le film perd énormément en force. C'est dommage, mais à côté de ça, Anne Hathaway en Catwoman est très bien, Christian Bale est encore très bien aussi, Michael Caine est parfait, Joseph Gordon-Levitt en faux Robin est chouette aussi, Morgan Freeman. Enfin, il y a un énorme casting, il y a une vraie ambition dans ce film. Il a de gros défauts, c'était très très compliqué pour Nolan de réitérer finalement ce qu'il avait réussi à faire avec The Dark Knight, qui est un film correct. Et Rises, derrière, il fait un peu ce qu'il peut, Nolan.
Et on sent aussi que c'est la fin de son parcours super-héroïque. Il y avait une trop grosse pression. Il y avait, je pense, une trop grosse pression sur lui, sur le film. Il a de gros défauts, mais il a aussi de vraies qualités. Ça reste un divertissement qui fait vraiment, vraiment le taf. Et aujourd'hui, où Rises est très souvent moqué, bah, je pense qu'il s'assoit sur 80% sans problème du MCU et des films d'ici qui sont sortis depuis, quoi. Donc voilà, pour moi, il mérite sa place dans le top 20. Je l'ai mis 14e, j'aurais pu mettre un peu plus bas, mais non, il est 14e et il est bien à cette place-là. Voilà, mon cher Greg, pour mon 14. Toi, tu l'as pas mis, hein, Rises. J'ai pas de bêtises, hein, tu l'as pas mis. Hein. Pour l'instant, non. Ah, quel est ton 14? Et du coup, eh bien, mon 14e, c'est The Spider-Man Across the Multiverse, effectivement. Et donc, en gros, c'est le film qui est la suite de Into the Spider-Verse. C'est celui donc qui est sorti le 31 mai 2023 de Joaquim Dos Santos, Ken Powers et Justin Thompson. Si je l'ai dit comme ça, là, de mémoire en relisant mes fiches. Et c'est un film qui est exceptionnel, c'est un film coup de poing. Into the Spider-Verse était un chef-d'œuvre, il faut passer après un chef-d'œuvre, c'est toujours un peu compliqué. Et il y a moins de fraîcheur sans doute, mais l'histoire elle est tendue. Enfin vraiment, elle est tendue, tout est bien amené, les différents personnages. Enfin, c'est vraiment. J'avoue que cette version de Miles Morales, moi je la trouve mortelle. Y a rien, enfin la musique, l'animation, le scénario, y a rien qui roule pas de manière exceptionnelle, quoi. Donc c'est une énorme surprise que Sony nous a sorti ces deux films d'animation, et c'est un film qui mérite, je trouve, extrêmement bien sa place. Et je te laisse donc le numéro 13. Le maudit, comme on le dit. Ouais, alors moi, mon cher Greg, je l'ai pas mis Across the Spider-Verse. Oui, c'est un bon film, mais il est, je trouve, très en dessous de ce que nous avait proposé Into the Spider-Verse. Le fait que ce soit un film en deux parties et qu'il n'ait pas une... Enfin voilà, le fait que ça soit en deux parties m'a beaucoup bloqué. En tout cas, pour le mettre dans le classement, j'attendrai la suite. Les promesses qui ont été faites de la suite qui sort un an après ou un an et demi après et qu'au final on est quand même un paquet d'années après, il n'y a toujours pas de sortie. Je crois qu'il va y avoir 7 ans entre les deux. Enfin, en soi, attendre n'est pas grave. C'est plus une question de communication qui là pose problème. Moi, j'en attendais énormément. J'ai été déçu. Du coup, là, j'avais pas envie de le mettre dans mon top 20. Donc, j'ai un peu sanctionné de manière un peu arbitraire, mais c'est comme ça. Donc, il n'y aura pas de Cross the Spider-Verse pour moi dans ce top. Et mon 13e, c'est Avengers Endgame. C'est Avengers Endgame, sorti en 2019. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis si haut? Alors qu'il y a plein de failles dans le scénario, il y a plein de choses qui vont pas. Essentiellement pour la scène des portails, quoi. Bien évidemment, la musique qui est excellente, ce casting, tout, juste le plaisir d'avoir à l'écran simultanément, même si tout n'est pas parfait, y compris dans cette scène, le plaisir d'avoir tous les super-héros voilà, qui sont là les uns après les autres qui pop quand Captain est au plus mal. C'est hyper épique. La scène globalement est très réussie. L'arrivée de Captain Marvel relance le truc, alors que dans la scène il y a des plans qui sont complètement what the fuck. Mais Endgame est solide. Il est très solide et réitère pas du tout ce qu'a réussi à faire Infinity War. Notamment parce que la vraie force d'Infinity War c'était Thanos et que là on a vraiment un générique de Thanos extrêmement fade dans Endgame. Donc j'ai pas envie de le pousser plus haut ce Endgame, mais je trouve qu'il mérite sa place. Il est très épique et puis il est marquant quand même avec cette galerie de personnages, la mort de Tony Stark, les adieux. Ça suffit les spoils quand même. Ouais, je sais. Les adieux à Captain. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Le départ de Black Widow. Enfin. J'espère que vous l'avez vu d'ailleurs. J'espère que vous l'avez vu. mais voilà, donc Endgame, je le mets 13e. Mais j'avais pas envie de le mettre plus haut parce qu'il a vraiment des failles. Tu vois, le rat qui ramène Ant-Man, bon, bah, ça, c'est juste pas possible. Voilà, ça fait partie des trucs qu'on doit sanctionner, carton jaune. Mais bon. Voilà.
13e. Quel est ton 13e, mon cher? Alors que nous n'avons pas précisé, mais dans cette vidéo, nous allons jusqu'à la 11e place. La suite, bien évidemment, dans la vidéo suivante. Tu crois que les gens se sont demandé s'il y avait une erreur, si l'export de la vidéo n'est pas planté et que c'était pour ça que la vidéo s'est arrêtée dans peu de temps. Du coup, mon cher Kerr, c'est marqué partie 1 dans le titre quand même. Donc. Mon film, du coup, préféré numéro 13 de super-héros, eh bien, c'est Spider-Man, encore lui, le film de Sam Raimi de 2002. Et franchement, c'est une masterclass. C'est la masterclass de l'arrivée donc de Spider-Man. Spider-Man qui est un super-héros extrêmement populaire en comics, mais qui n'a pas eu encore, comme Batman, cette énorme arrivée sur grand écran. On prend un réalisateur qui fait des films qui sont pas du tout grand public pour aller faire ce film. On prend Tobey Maguire en acteur alors que il n'aime pas les Spider-Man, il y en a eu quelques-uns, ça l'intéresse pas, mais en gros on choisit des... pourquoi il l'a fait alors? Il a fait parce qu'il aime le pognon. Exactement, et qui s'est dit que Sam Raimi ce serait une énorme opportunité. Tu sais que tu parles de Tobey Maguire, pour la petite anecdote, les deux autres personnes qui étaient les plus vues à la place de Tobey Maguire pendant très longtemps et qui étaient discutées entre Sam Raimi et la production, c'était Jude Law. Et Jude Law en Spider-Man, c'est pas la même carrière déjà, mais alors que Jude Law, moi je le vois bien plus en Aquaman. J'ai pas la ref là, je vois pas pourquoi. Ah. Et donc du coup, et l'autre, alors ce qui est complètement marrant parce que du coup sa carrière s'est complètement arrêtée. C'était un gros succès à l'époque, mais qui s'est complètement arrêté. C'est Freddie Prinze Jr. Et du coup, c'est mieux fait d'accepter. Ouais. C'est pareil, quoi. Ils ont pris le meilleur Peter Parker des trois, quoi. Enfin, Jude Law est tellement caméléon qu'il aurait pu faire un truc incroyable, mais et donc c'est un film qui alors on peut le dire de beaucoup de films qu'il crée le MCU, etc. Précisément, c'est là que Kevin Feige fait ses armes et que Kevin Feige deviendra après, sous l'influence de Sam Raimi, le producteur du MCU qu'on connaît. Donc le MCU, c'est plein de choses. C'est le succès des Avengers, c'est Blade qui permet de donner suffisamment d'argent pour pouvoir financer les films du MCU. C'est vraiment plein de briques, mais ce Spider-Man est une brique extrêmement importante aussi. Voilà, après, vous le connaissez, donc je ne vais pas vous en parler. Mais voilà. Alors pour la petite anecdote, parce que les autres ne sont pas dans mon top, le Spider-Man 4 a été écrit, hein, et c'est juste qu'on ne le connaîtra jamais. Voilà. Il paraît qu'il a leaké sur Internet, mais personne n'arrive à définir son authenticité. Voilà. Je te laisse l'amicaire pour ton numéro, je sais plus où on en est dans les chiffres, numéro 12. Eh ben mon cher Greg, le numéro 12, c'est le résultat d'un acharnement de fans qui ont réclamé pendant des années ce film après une première version catastrophique signée par le papa de Buffy contre les vampires, qui a remplacé Snyder au pied levé. C'est bien évidemment la Snyder Cut, donc sortie en 2021, 4 heures, tu en as déjà parlé. Alors pourquoi la Snyder Cut ? Alors déjà, bravo aux fans, vous vous êtes acharnés, c'est super. La vraie raison de la sortie de la Snyder Cut, c'était le lancement d'HBO Max, et c'était la possibilité donc pour la Warner de sortir un film qui était attendu par une partie du public et de faire un gros coup médiatique. Donc ça, ils en ont bien profité. Tout le monde était content. Snyder a pu sortir enfin ce qu'il voulait. Gros film qui a l'avantage, je trouve, de présenter la meilleure version du Superman de Cavill, et notamment pour moi la meilleure scène avec Superman dans tous les films de Cavill, qui va être la scène au ralenti avec Flash. Superman n'a jamais été aussi puissant. Enfin, il est dans la toute puissance totale dans ce film, et c'est un film qui a améliorer tous les points de la version de Joss Whedon qui était catastrophique. Le seul élément que je trouve plus réussi
dans la version de Whedon. Alors il y en a deux, il y a un morceau que j'aime énormément dans la version de Whedon qui n'y est pas, une chanson. Je vous la retrouverai, je vous la dirai après pendant que Greg fait son suivant. Et l'autre élément, j'ai trouvé que la relation Aquaman Wonder Woman matchait mieux dans la version de Whedon, mais sinon la Snyder Cut est dessus totalement. Et surtout, ils ont réussi à transformer un méchant qui était absolument risible, Steppenwolf, en vrai méchant, et pour le coup en vraie menace, mais une menace qui se fait charcuter totalement par un Superman qui est complètement au-dessus de tout. Donc elle fonctionne bien. Je trouve que le Batman de Ben Affleck est moins ridicule. Cyborg est plus intéressant. C'est bien. C'est le Flash aussi. Alors Déjà, il a un rôle. Hein. Alors, est-ce que le Flash est aussi bon dans la Snyder Cut que dans The Flash? Je vous laisse juger par vous-même. Mais c'est difficile de garder son sérieux. Non, vraiment, moi j'ai été étonné par cette Snyder Cut. J'ai vu 2 fois d'affilée. Donc ça fait quand même 8 heures. Si on additionne 4 heures plus 4 heures, c'est quand même un chiffre. Donc non, moi j'ai apprécié cette Snyder Cut. Il y avait vraiment un gros danger. Et je pense que Snyder, en revenant de ce qu'il avait traversé, et là, en arrivant avec un projet où il y avait autant de... Alors, il y avait pas tant une pression commerciale que ça. Il avait surtout la pression de... C'est le film que tous les fans attendent. Tu peux pas te planter, quoi. Et tu joues la suite sur ce film. Et il s'en est très très bien sorti. Je pense que pour moi, Snyder a dérapé après. Il s'est perdu, notamment avec Rebel Moon. Là actuellement, son cinéma est l'ombre de ce qu'il était avant. Mais c'est Snyder Cut, c'est important aussi d'un point de vue historique. Hein, on va se calmer. Mais quand même d'un point de vue historique, on va dire cinématographiquement parlant, c'est une belle histoire qu'elle soit sortie cette Snyder Cut, et que les fans l'aient eu et que Snyder ait pu la faire. Et puis surtout aujourd'hui, c'est une incroyable excuse pour tous les réalisateurs qui ne sont pas compris et qui sortent un très mauvais film de super-héros ou un très mauvais blockbuster, qui peuvent dire non, mais en fait, moi aussi, c'est que j'avais pas le final cut, et quand ça va sortir, vous verrez, ça sera beaucoup mieux. Donc, bon. Là, bien évidemment, je fais référence à Gareth Edwards et Jurassic World Rebirth, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Mais ouais, non, moi, Snyder Cut, oui, je valide, j'ai été agréablement surpris. Et vraiment, vraiment, dernière sortie de Cavill en Superman, c'est la meilleure. Voilà, mon cher Greg, c'est quoi ton 12, toi? Et le morceau, je l'ai retrouvé, donc que j'apprécie tant. Dans la Justice League de Whedon, c'est Everybody Knows de Sigrid. Mais alors, pareil, si on parle de musique, juste le morceau de Rose Bates, Song to the Siren, je l'ai très bien dit, vous avez tous compris, donc le son de la sirène. Dans la Snyder Cut, pareil, c'est quand Flash est au ralenti, cette musique est formidable, je trouve. Voilà, ce morceau, pardon. À toi, mon cher Greg, pour ton numéro 12. Eh bien, mon numéro 12, mon cher Kerr, c'est Glass. Glass, qui est donc un film de super-héros de Night Shyamalan qui clôture la trilogie sur la dureté des choses. Comme les spécialistes. Je pense que personne n'a défini cette trilogie comme toi. Ah bah, tu peux être incassable, tu peux te couper, tu peux être en verre. Pour moi, c'est une étude sur le fait que les choses... sur la dureté, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, cette trilogie de films sur la densité des éléments, je trouve que sa clôture est très réussie. Déjà, il réussit en loose day à nous faire un film de super-héros et en même temps un film d'auteur. Donc ça, c'est déjà un sacré tour de force. Le grand final n'est pas aussi twistant que tous les autres twists de Shyamalan, mais celui-là est quand même très réussi. Petite anecdote, moi, ce que je trouve fou sur ce film, c'est qu'il a été tourné en 39 jours. Moi, je trouve ça... fou. La majorité des films se font en
3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Là, 39 jours, ils ont tout tourné. Décor réel pour la majorité. Enfin, c'est dingue. Et pour la petite anecdote, puisque je sais que tu es fan, mon cher Kerr, James McAvoy, en fait, au début, n'était pas celui qui était censé avoir le rôle, déjà depuis Split. C'est tout simplement Joaquin Phoenix, qui, on le rappelle, avait déjà tourné avec Shyamalan à 2 reprises voilà, avant. acteur fétiche de Shyamalan. Pour Signe et Il Village. avait fait Le Village et Signe, notamment. Et c'est... j'ai du mal à imaginer Joaquin Phoenix prendre 50 kilos de muscles, faire... comme ça, mais il a préféré en fait les perdre, tout simplement. Accessoirement, je le dis ça, j'ai supprimé de mon top Joker, puisqu'on fait des films sur les super-héros, et que c'est un super méchant, et du coup j'ai décidé de le retirer pour cette raison. C'est à toi, mon cher Kerr. Alors moi j'ai détesté le Glass. 11. T'as détesté Glass? Ouais. Alors, bah, tu aurais pu prendre un autre parfum. Eh bien, mon cher Greg, en 11e, qui sera donc le dernier de cette première partie me concernant, je vais parler de Spider-Man 2. Toi, tu as parlé de Spider-Man. Moi, j'ai fait un autre choix. Je suis allé sur la suite, sortie en 2004, parce que très impressionnant quand je l'ai vu au cinéma le jour de sa sortie. Et puis là, maintenant, avec du recul, je trouve que c'est le plus comics accurate des films Spider-Man qui sont sortis. Et on va dire la production hors comics qui, je trouve, s'en rapproche le plus dans l'esprit concernant Peter Parker, c'est le jeu vidéo. Où là, dans Spider-Man 2, il y a tous les éléments. Tu vois, il y a Tante May, il y a Mary Jane, il y a James Franco donc en Harry Osborn, on a Octopus en plus en ajout, on a la présence rapide de Green Goblin. Donc, et il y a l'esprit, et c'est un film qui fonctionne admirablement, je trouve. Très souvent, on cite surtout Spider-Man à Spider-Man 2 parce qu'il y a en effet des scènes très marquantes dans Spider-Man premier du nom. Mais moi, je trouve que le 2 est vraiment au-dessus en termes de qualité. Donc, voilà, je l'ai mis à la 11e place. En plus, il y a dans le casting, alors ça, c'est vraiment. C'est un des premiers rôles de Vanessa Ferlito, qui est une actrice qui a fait tourner Tarantino dans Boulevard de la Mort. Il y a Asif Mandvi, un acteur que j'adore, qu'on a vu dans la série Evil récemment, qui a un petit rôle aussi. Enfin voilà, et puis non, vraiment, ce Spider-Man 2, j'aime beaucoup. Molina est excellent en Octopus. Ça fonctionne admirablement entre Tobey Maguire et Kristen Dunst. Donc c'est très solide ce qu'a fait Sam Raimi sur Spider-Man 2. Voilà, donc il est 11e et il est bien à sa place. Et toi, mon cher Greg, par quel film vas-tu terminer cette première moitié de top ? Eh ben, il faut terminer avec des explosions. Il faut terminer avec quelque chose de grandiloquent, quelque chose qui a, ma foi, un look qui attire l'œil, qui sait mettre la couleur, mais surtout le contraste. Je parle effectivement de The Batman Returns de 1992, et qui est un film donc de Tim Burton, film, ma foi, assez réussi. Donc Batman Returns, donc de 1992, un film qui a énormément marqué. Déjà, il a confirmé cet univers qu'avait créé Tim Burton sur le premier. C'est un très bon film, et c'est surtout un film qui, suite au succès énorme du premier, c'était 400 millions de dollars de recettes mondiales à l'époque pour le premier, et c'était post-inflation, donc c'était pré-inflation plutôt, et du coup vraiment 400 millions de dollars, ça fait beaucoup de brousouf, et du coup le film, Tim Burton a totalement les mains libres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on veut lui imposer Robin, on dit non, moi je veux pas de Robin, c'est pas mon univers. Il veut avoir si tu peux mettre Jonah là tout de suite, on avait une Catwoman qui a vraiment un design, on n'est pas du tout de base, on se dit pas que c'est un film grand public. On a le Pingouin avec Danny DeVito qui est clairement, il sointe la malaisance complète. Le scénario a été entièrement réécrit par un auteur que préférait du coup Tim Burton. Donc là, on a vraiment la version complètement libre de ce que voit de Tim Burton, de ce que voit Batman. Et franchement, c'est un film qui a un look qui ne s'oublie pas.
Michelle Pfeiffer est une Catwoman qui a énormément marqué. Je pense qu'il faut aller sur The Batman là maintenant pour trouver une Catwoman aussi bien. C'est vraiment un grand film. Plus iconique Michelle Pfeiffer encore. Oui, non, je suis d'accord, mais on ne trouve rien entre ce film et The Batman, parce qu'il y a quand même eu le film Catwoman, hein, je rappelle. Et c'est vraiment les looks, la BO, enfin vraiment tout est extrêmement réussi dans ce film. C'est très, enfin Tim Burton est avant tout quelqu'un de l'image et là on sent que là, si juste on regarde l'image que Camille Jonat a à l'image, le truc c'est que on pourrait regarder cette image en noir et blanc, elle serait tout aussi intéressante. Il n'utilise des couleurs que pour très rapidement casser en fait la monotonie, mais regardez comment juste en contraste pur cette image est réussie. On a les teintes, on a le fond qui est mat et l'avant qui au contraire on a la brillance sur le costume. Il y a un énorme travail sur l'image. On peut faire arrêt sur image sur plein de plans et on est vraiment sur cet univers gothique qu'affectionne particulièrement Tim Burton. C'est un film qui est graphiquement extrêmement réussi et je pense une des meilleures adaptations d'un comics, vraiment dans le sens où on va créer comme ça une œuvre et qui graphiquement va autant impacter qu'un comics peut le faire. Je pense, quand on parle de ça, je pense à 300 par exemple, qui est un film dont le look est aussi impactant que le comics, et c'est en ça qu'il y a une grosse partie de la réussite du film. Voilà mon cher Car pour Batman Returns. Alors moi je l'ai pas mis, d'ailleurs j'ai pas mis les deux de Burton. Mais on ne te jette pas la pierre, tu as détesté le pingouin. Pas du tout. Tu détestes tous les animaux qui sont aquatiques. Je sais... Le truc... J'ai adoré Sauver Willy. J'ai adoré Sauver Willy. Mais c'est ton seul exemple. Aquaman, t'as détesté. Le 1, le 2. Non, j'ai adoré aucun film dans lequel... Abyss, tu détestes, tu trouves que c'est un film pour enfants. Tous les films, à la poursuite d'Octobre Rouge, tu dis que c'est un film qui est un pastiche de film militaire. Dès qu'il y a de l'eau, mais dès qu'il y a plus qu'un étang, Kerr déteste le film. Donc bon. J'ai envie de dire, j'ai adoré Les Bronzés, premier du nom. Ça se passe au ils sont plutôt dans le village que sur la plage. Ouais, mais ils vont quand même, à un moment donné, ils plongent, il y a un incident, etc. Moi, je l'ai pas mis, ce Batman Returns, mais je pense que j'aurais dû le mettre. J'avais pas envie, en fait. Pour moi, il était évidemment dans ses qualités top 10, mais j'avais pas envie d'enlever un film du top 10. Donc, je l'ai complètement enlevé du top parce que il est un peu hors catégorie. Mais c'est un peu malhonnête aussi, là. On fait une vidéo sur le thème de la malhonnêteté. Le truc, c'est que j'ai pas grandi, tu vois, avec ces Batman-là. Un peu comme Indiana Jones ou Retour vers le futur dans la vidéo des licences, tu vois. Et pourtant, je l'ai revu il y a peu de temps. Je l'ai trouvé très bien. En plus, il a pas trop mal vieilli. Tout ce que tu as dit sur le film, je valide. Mais pour autant, je le mets pas dans mon classement. Voilà, on en a terminé avec la première partie de ce top 20 sur les super-héros. Vous retrouverez donc la deuxième partie très rapidement. Voilà les amis, si vous pouvez bien évidemment dans les commentaires déjà réagir à notre classement, avec respect, hein, bien sûr, on s'aime tous. Et le truc c'est que vous pouvez aussi faire votre classement à vous. Et voilà, et puis pourquoi pas faire des pronos aussi dans les commentaires sur potentiellement ce qui va arriver dans la deuxième partie. Merci aux tipeurs de nous soutenir. Sans vous, on ne pourrait pas faire l'enregistrement de ces vidéos. Donc votre soutien est énorme et on vous remercie chaudement. Je peux rebondir sur ce que tu dis sur les tipeurs. Tu peux me rebondir dessus, mais pas trop violemment, j'ai mal au dos, s'il te plaît, vas-y. C'est parce que j'ai pris du poids que tu dis ça ? Merci. Pas du tout. Donc en gros le truc c'est que je suis perdu. Là tu m'as coupé, je suis complètement perdu dans ma phrase. Donc en gros oui je voulais rebondir sur les tipeurs avant que tu me coupes et je le précise que donc merci à vous et merci à vous de nous donner cette indépendance. Alors Cult & Click n'est pas notre travail du jour, donc le sujet n'est pas de savoir si oui ou non le projet va permettre de financer les vacances
dans l'Himalaya de Caire, je ne sais pas, tu iras à l'Himalaya, c'est décidé Caire. C'est ça qui permet de se dire, on va faire des vidéos coup de cœur comme c'est top, qui vont être moins vues. Et c'est pas grave. Le problème de la monétisation qui permet de payer tout l'écosystème qui permet de faire les vidéos, eh bien en fait, j'ai envie de dire, c'est grâce à vous les tipeurs qu'on peut faire exactement les vidéos qu'on kiffe. Merci à vous. Et je te repasse la parole, Kerr, maintenant que tu ne me coupes plus. Eh ben, tu me rends la parole, mon cher Greg, mais je ne sais plus quoi dire. Là, je suis démuni. Allez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.